Salut à toutes et à toutes, c'est Landuke, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, on me voit pas pour une fois et c'est tout à fait normal. Pour moi, la personne qui se trouve juste à côté est plus importante aujourd'hui. C'est Alain Scoï qui va nous parler du sujet du moment, c'est-à-dire ce méchant virus, entre guillemets, bien sûr, quand on parle de virus. Nous allons aborder ce sujet. Ça va durer une petite heure, un peu plus d'une heure, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est un exercice de style auquel je n'ai pas l'habitude, puisque en tant qu'auteur conférencier, c'est plutôt moi qui ai l'habitude d'être interviewé. Donc, je vais essayer de jouer le rôle de l'intervieweur de l'autre côté, et je vais poser certaines questions à notre invité. Et d'abord, je voulais aussi remercier bien sûr toutes les personnes qui me suivent, que ce soit sur Facebook, sur YouTube et même qui assistent à mes journées que j'organise régulièrement, les Wake Up Day et tout ça, de leur dire merci aussi d'être présent et aussi de transmettre l'information, parce que le but du jeu, c'est pas de rester j'ai aucune intention d'être une sorte de gourou. Au contraire, moi je suis tout simplement quelqu'un qui a compris certaines choses et qui les partage et qui aimerait bien aussi que cette information-là soit répandue le plus possible pour que nous nous sortions une bonne fois pour toutes de ce marasme dans lequel nous sommes. Et le sujet d'aujourd'hui va justement être un sujet très important par rapport au système d'exploitation dans le monde dans lequel nous vivons. Mais avant d'attaquer et de poser des questions à Monsieur Scoï qui se trouve à côté de moi, donc j'aimerais vous parler d'un truc qui est pour moi assez intéressant, c'est de comprendre comment une personne comme Monsieur Scoï peut finir à la position où il se trouve actuellement, c'est-à-dire un vrai médecin, une personne qui a fait des études en médecine et qui est montré du doigt, qui est tout simplement par le système, par l'establishment comme on l'appelle, comme si ce serait quelqu'un qui serait différent parce qu'il a osé. Il ose avancer des choses que la grosse majorité ne va pas faire. Et pour cela, je vais vous donner l'exemple des 100%. Imaginez, vous êtes dans une faculté de médecine et vous faites partie justement des 100% de personnes. Déjà, pour commencer, il y en aura 80% qui remettront jamais en cause la version officielle. Ça, c'est, on va dire, la grosse majorité des médecins qui vont pratiquer. Ils ont fait leurs études, c'est comme ça. On est ordonné, on doit suivre les ordres, et puis on va pas jouer là-dessus. Donc ça, c'est la grosse majorité. Après, à côté de ces 80%, on a 15% de personnes qui se sont posées déjà quelques questions au cours de leur carrière, mais en même temps, ils se disent, écoute, il y a des personnes qui m'ont précédé, je vais pas remettre en cause leurs recherches, et donc on va pas révolutionner le monde. Donc là, on arrive à 95%. Ensuite arrive un pourcentage, les 4%, donc 4% de médecins qui, non seulement se sont posés des questions, ils sont allés plus loin, et ceux-là, ils se disent, il y a quelque chose qui pue. L'école pasteurienne n'est pas la bonne version. Parce qu'ils ont aussi, bien sûr, compris les travaux d'Antoine Béchamp, et à un moment donné, il y a un conflit intérieur qui se joue en eux, et parmi ces 4%, il reste encore un petit pourcent, hein. On est d'accord, on a parlé de 80, de 15, de 4, donc il reste 1%. Ce sont des médecins qui ont osé faire le pas et de dire ouvertement ce qu'ils pensent par rapport à la version officielle qui est imposée dans le système, etc. Les 4%, ils observent ce qui est donc le sort qui est justement fait aux 1% qui osent parler, et ces 4%, ils vont se taire, bien sûr, puisqu'ils se disent, je veux pas être le prochain, je veux pas être le prochain Alain Scoï ou bien une Ghislaine Nanctot ou encore un Gerd Hammer, etc., un André Guernet, une personne comme ça, donc je vais me taire. Donc on a déjà 1% de personnes qui osent parler, 4% qui pourraient, s'ils auraient un peu plus de courage, entre guillemets. Et puis, bien sûr, 15% déjà de personnes aussi qui se sont posées des questions, mais qui, à un moment donné, ont laissé tomber pour des raisons XY. Et c'est là que, quand vous comprenez cet exemple-là, vous pouvez après le voir sur tous les domaines imaginables. Que ça soit dans le monde financier, que ça soit dans le monde, dans une armée. C'est la même chose. 80% des soldats pensent sauver la veuve et l'orphelin. 15% se sont posés des questions, mais ils vont pas révolutionner le monde. En plus, quand tu ne désobéis pas aux ordres, etc. 4% qui ont pleinement compris qu'ils sont l'instrument des lobbies et tout ça, et 1% de militaires qui, à un moment donné, osent parler. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont plus militaires, ils vont quitter l'armée parce que, à un moment donné, tout comme le sort qui a été donc
que Alain Scoï a dû vivre, c'est-à-dire il a été radié de l'ordre des médecins, donc il peut plus pratiquer officiellement. Il a toujours son doctorat, donc son titre, mais il ne peut plus pratiquer. Donc à partir de là, on comprend que dans tous les domaines, même dans le monde du journalisme, on retrouve cette même logique, et aussi, et c'est ça ce qui est important pour nous en ce qui nous concerne, le public. Nous avons 80% de personnes qui regardent la télé, qui remettent ou bien qui vont lire des livres d'histoire, qui vont pas remettre l'histoire en cause, etc. 15% qui se disent ce qu'on me dit là, il y a quelque chose qui cloche, mais qui vont pas révolutionner le monde. 4% qui ont pleinement saisi, et un petit pourcent dont je pense faire partie, qui osent dire ouvertement ce qu'ils pensent, et bien sûr avec tous les problèmes que ça peut engendrer au niveau de la famille, au niveau des proches, au niveau du monde du travail. Donc, parce que quand on ose dire certaines choses, automatiquement on gêne, et c'est comme ça qu'on on devient le mouton noir du groupe, etc. Mais en même temps, il faut prendre conscience de ça. Et c'est ça aussi qui fait que c'est pas forcément parce qu'on a une minorité de personnes qui osent parler que forcément ces personnes ont tort, quand on a bien saisi ce que je viens de vous expliquer là. Donc, c'était juste donc cette introduction que je voulais faire, et maintenant je me tourne vers notre invité, donc Alain Scoï, et on va... Présenter, c'est simple. Bon, moi, je suis né en 1947, je suis médecin depuis 1973. En quelques mots, j'ai été d'abord médecin de campagne dans l'Aveyron, et j'ai été frappé par la mauvaise santé des bébés, puisque en tant que médecin de campagne en 1973, je faisais absolument tout, depuis le suivi des femmes enceintes jusqu'à la pédiatrie, et toute la médecine de A jusqu'à Z. J'étais une médecin de famille, quoi. Hein. Et les enfants là-bas étaient malades 20-25 jours par mois. Ils étaient malades du 1er janvier, enfin, pas du 1er janvier, ils étaient malades du 10 septembre au 15 juin, quoi, c'est-à-dire 9 mois par an. Et à tel point que j'ai été obligé très vite d'avoir de l'oxygène en permanence dans la voiture, parce qu'ils faisaient des laryngites striduleuses asphyxiantes, parce que enfin, il me fallait vraiment un matériel. Et combien de fois j'ai été obligé de courir à l'hôpital, enfin courir avec la voiture, hein, mais à toute allure, parce qu'ils s'asphyxiaient, ils étaient en déshydratation majeure. Enfin, c'était des catastrophes les unes sur les autres. Et donc il m'a fallu 3 ans pour comprendre qu'en fait, la pratique de la médecine de l'époque, avec les vaccinations dès les premières semaines de la vie, puisqu'on faisait le BCG à la maternité, et puis ensuite le tétracoque quelques mois après, eh bien c'était ça qui fragilisait considérablement les enfants. Et donc les 2 dernières années de ma médecine générale dans l'Aveyron, je me suis ennuyé, parce que je demandais simplement aux mamans d'attendre que les enfants aient 1 an pour commencer les vaccins. Et là, ils n'étaient plus jamais malades, je n'avais plus que les visites systématiques chaque mois à faire. Voilà, donc ça a été ma première remise en cause du lavage de cerveau que j'avais subi à la faculté, comme tous les jeunes médecins. Et puis petit à petit, j'ai découvert à quel point les vaccins étaient une totale imposture. Mais c'est à partir de 1994, avec le lancement de la campagne de vaccination hépatite B dans les collèges et les lycées de France, que je me suis un peu énervé. Et à partir de là, j'ai écrit à mes confrères du Vaucluse à l'époque, puisque j'étais installé comme homéopathe à Orange. Donc j'ai écrit à mes confrères du Vaucluse pour leur conseiller la prudence, puisque c'était le premier vaccin obtenu par Génie Génétique qui était proposé et qui était donc expérimenté de manière sauvage sur nos enfants et nos jeunes. Voilà, donc ça m'a valu, au bout de 2 ans de débats houleux et très orageux avec l'ordre des médecins, d'être radié à vie pour délit d'opinion en avril 1996. Voilà, donc j'ai bien sûr fait appel de la décision, mais j'ai en même temps démissionné, ce qui fait que, en fait, c'est moi qui suis sorti de mon plein gré de cette association de malfaiteurs. Et
Et ensuite, c'est à partir de là que j'ai été amené à découvrir la véritable biologie, à savoir le travail du professeur Antoine Béchamp et les microzymas. J'ai été amené à découvrir les vitamines, j'ai été amené à découvrir la psychosomatique. Et c'est la synthèse de ces trois éléments qui me permet aujourd'hui de proposer un accompagnement vraiment efficace aux personnes que je rencontre et qui veulent essayer de guérir, quoi, hein. Étant donné que dans l'aventure, celui qui est médecin ou psychothérapeute n'est pas le thérapeute. Le thérapeute, c'est le malade lui-même et non pas celui qui l'accompagne. On ne peut guérir que soi-même. Voilà, donc voilà un peu mon parcours en quelques mots, hein. Donc, quand on parle, vous parlez justement d'Antoine Béchamp. Oui. Parlez d'Antoine Béchamp. Donc, il est clair que pour la plupart des personnes qui dans le monde, voilà, les gens normaux, ils ont tous entendu parler de Louis Pasteur. Mais même moi, donc, à un moment donné, je tombe sur ce nom Antoine Béchamp. Et pour moi, donc, en tant qu'autodidacte et une personne qui n'est pas dans le monde de la médecine, il est assez rapidement, j'ai fait le lien entre la mise, on va dire entre guillemets, dans l'ombre d'Antoine Béchamp, tout comme on a fait par exemple avec Nikola Tesla, dans le monde de l'électricité. Donc, dans le monde, oui. On met en avant un personnage qui s'appelle Thomas Edison, un autre homme qu'on va mettre plutôt dans l'ombre qui s'appelle Tesla, et dans votre domaine, donc ça sera la même chose avec Pasteur qu'on va mettre dans la lumière, et des gens qu'on oublie dans l'histoire quelque part. Et puis, donc je vais vous demander aussi d'expliquer donc de manière assez simple pour que les personnes puissent très bien saisir quel est l'essence des travaux d'Antoine Béchamp et aussi surtout ce que sont les microzymas polymorphes. Donc qu'est-ce qu'ils représentent dans notre corps et quelle est leur fonction, et d'expliquer aussi aux personnes donc que les virus en fait ont un lien direct avec les microzymas polymorphes. Donc, oui, donc effectivement, c'est la grande question, hein. Donc l'immense différence entre Pasteur et Béchamp, c'est que Pasteur avait un culot monstre et qu'il était capable de mentir effrontément devant tout le monde et que personne n'est jamais allé vérifier ce qu'il racontait. Il faut savoir que Pasteur a eu bien du mal à obtenir son bac, il était extrêmement mauvais en mathématiques. Il a pu obtenir un doctorat en sciences et une agrégation en physique et chimie, mais il n'avait aucune compétence sur le plan biologique, il n'était ni médecin ni pharmacien, et il n'était absolument pas apte à faire un travail sur ce plan-là. À l'opposé, Antoine Béchamp, qui est né en 1816 et qui est mort en 1908, a été dès 18 ans diplômé de pharmacie en Yougoslavie, et ensuite il est rentré en France et il a repassé absolument tous ses diplômes en France. Donc il a obtenu tous ses diplômes de pharmacien, de médecin, de chimiste, de physicien, etc. Donc c'était vraiment un personnage d'une compétence extraordinaire et d'un travail absolument, une capacité de travail absolument phénoménale. Il faut savoir que quand M. Pasteur faisait une expérimentation pour soi-disant prouver ses suppositions, il ne la faisait qu'une seule fois. Et si l'expérience n'allait pas dans son sens, c'était pas la peine de la refaire, de toute façon il avait raison. C'est simplement que l'expérience avait été mal faite. À l'opposé, Antoine Béchamp était un véritable scientifique. Quand il faisait une expérience, il n'avait pas d'idée préconçue au départ, et il la faisait au moins 100 fois, dans des conditions identiques pour au moins 50 fois, et 50 fois en variant les conditions de l'expérience, c'est-à-dire en ajoutant plus d'oxygène, d'air, de sucre, de protéines, etc. Et ce n'est qu'après parfois des années et des années d'observation qu'il s'autorisait à tirer des conclusions et à les publier. Sachez aussi que, scientifiquement parlant, nous avons toutes les preuves historiques, mais vraiment rigoureuses, que Pasteur n'était qu'un imposteur et un voleur, un plagieur sur le plan scientifique, alors que Béchamp, lui, était un véritable scientifique d'une rigueur absolue. Et donc, l'immense découverte de Béchamp, ça a été les microzymas. Alors, il faut bien comprendre, au XIXe siècle, après toutes
toutes les bêtises et les bévues faites par l'Église catholique depuis le Moyen-Âge par rapport à la science et toutes les sottises qu'elle avait racontées, les scientifiques du 19e siècle avaient l'intention de démontrer que la vie pouvait apparaître sans Dieu. Il fallait se débarrasser de l'Église, il fallait se débarrasser de la dimension spirituelle. Et par conséquent, les scientifiques voulaient démontrer que les fermentations où on voyait apparaître des bactéries pouvaient se produire de manière spontanée. Et très très vite, Béchamp démontre qu'il n'en est rien, que c'est absolument impossible, et que si du jus de raisin ou une soupe laissée sur la paillasse d'une cuisine tourne, c'est-à-dire s'il se produit des réactions chimiques et si on voit apparaître des bactéries, eh bien ce sont des bactéries qui ont été transportées par les poussières de l'air et non pas, et la vie n'est pas apparue spontanément. Donc toute la théorie de la génération spontanée ou spontéparisme est absolument fausse et Béchamp l'a démontré de manière rigoureuse et scientifique et absolue. D'ailleurs aujourd'hui c'est à peu près acquis par la majorité des gens. Et Béchamp donc a pu démontrer que à l'origine de tout être vivant, quel qu'il soit, que ce soit un végétal, un insecte, un animal ou un être humain, eh bien, il y a une microcellule qui mesure entre 30 et 60 nanomètres de diamètre, qu'il a baptisée microzyma. Cette microcellule, elle est animée du mouvement brownien, elle est constituée, on sait aujourd'hui, grâce à la microscopie électronique, qu'elle est constituée par une membrane et qu'elle contient un cristal de silicium à l'intérieur. Donc il y a une membrane, un cytoplasme dont on ne connaît pas vraiment la composition, mais on sait qu'il y a des protéines, des matières grasses et de l'eau, bien sûr, et puis un cristal de silice au cœur. Et cette microcellule donc baigne dans un milieu aqueux à l'intérieur de l'être organisé qu'elle a bâti et qu'elle anime, qu'elle auto-entretient. Et c'est vraiment cette microcellule qui va être à la base de toute vie. Lorsqu'il y a respiration cellulaire, lorsqu'il y a combustion, ce n'est pas à l'intérieur de la cellule que ça a lieu, mais à l'intérieur de cette microcellule qui s'appelle microzyma, selon l'appellation de Béchamp. Voilà en quelques mots. Donc ce sont ces microzymas qui bâtissent les bactéries lorsqu'elles sont nécessaires pour une guérison. Les bactéries qui viennent contaminer le jus de raisin ou une soupe sur la paillasse, ce sont des bactéries qui résultent de la décomposition des animaux ou des végétaux morts. Et ce ne sont certainement pas des bactéries qui ont pour mission de détruire les êtres vivants organisés qui sont actuellement en vie, bien sûr. Donc c'est tout à fait accessoire comme action. Les phénomènes de contagion tels qu'on les entend n'existe pas, c'est-à-dire qu'une bactérie étrangère ou des microzymas étrangers qui pénètrent dans votre organisme ne sont jamais invasifs, ils savent qu'ils ne sont pas chez eux, ils vont éventuellement transmettre quelques informations aux patients, mais ils repartent. Il n'y a pas de possibilité pour eux de se développer dans un organisme étranger. C'est pour ça d'ailleurs que les greffes d'organes sont si difficiles à garder pour un porteur de greffon. Voilà, donc si vous voulez, c'est pas l'organisme greffé qui rejette le greffon, c'est les microzymas du greffon qui ne se sentent pas chez eux et qui veulent partir. Donc ça, c'est aussi une piste importante pour les gens greffés. Il faut qu'ils remercient le greffon et qu'ils lui demandent de rester. Hein. C'est important. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire encore. Donc voilà, donc il n'y a pas de bactéries, il n'y a même pas de bactéries limite qui nous agressent de l'extérieur, qui peuvent nous impacter, mais toutes les bactéries qui se développent, enfin, auxquelles on a affaire, ce sont des microzymas qui ont changé de forme, donc qui, comme le nom l'indique, polymorphes. Donc c'est toujours une réaction de la conscience, entre guillemets, du corps, vis-à-vis mais quand même d'une agression malgré tout extérieure. Et la question serait de savoir alors quelles sont ces agressions qui provoque le corps à justement faire en sorte que ces microzymas vont se transformer pour se défendre. Quels sont alors ces agresseurs extérieurs? Alors, il n'y a jamais de guerre. Jamais. Ça, c'est complètement
à exclure l'idée de la guerre bactériologique ou virale est complètement erronée. Ce qu'on prend pour des virus, ce sont les microzymas. Et les bactéries, donc c'est des assemblages de microzymas, ils se mettent à plusieurs pour être plus forts, et ils font ça pour faire un travail de guérison, c'est-à-dire pour reconstruire un tissu lésé, pour démonter une tumeur ou une verrue qui n'a plus de raison d'être, etc. En fait, les seules choses qui vont déclencher éventuellement une pathologie, et ensuite une maladie, ce sont les émotions, ce sont les troubles psychologiques et affectifs, et c'est ça qui va se traduire par une pathologie qui pourrait être soit une carie, soit une tumeur, soit un dérèglement hormonal, soit un dérèglement métabolique comme le diabète. Voilà, donc par exemple, si on prend l'exemple du diabète, le diabète n'est pas provoqué par la manière dont on consomme le sucre. Le diabète est provoqué par une situation de bras de fer où on est obligé de faire face dans la violence, dans la résistance à quelqu'un qui vous agresse, quoi. Hein. Mais c'est une problématique psychosomatique et non pas du tout une agression par quelque chose d'extérieur. Bon, écoutez, moi, de mon côté, j'ai assisté à une conférence l'année dernière de quelqu'un que vous connaissez probablement, qui s'appelle Stéphane Lanka, un virologue allemand. Donc, Oui. Stéphane Lanka, je lui ai posé une question, enfin, je lui ai posé deux questions, mais en ce qui concerne notre discussion, je lui ai posé une question, est-ce que, selon lui, est-ce que toutes les maladies sont psychosomatiques? Et j'ai dit toutes les maladies, et il a répondu oui, toutes les maladies sont psychosomatiques. D'accord? Donc, à partir de là, on a aussi, encore une fois, ce que je venais de dire, c'est-à-dire que les maladies sont créées par le corps, c'est-à-dire par la conscience, bien sûr, qui va valider les informations qui lui sont données de l'extérieur, parce que le fait est que on ne peut pas nier qu'actuellement, dans la situation du moment, il y a quand même quelque chose dans l'air. Et ce qui est dans l'air, moi, pour moi, c'est surtout de l'information que les personnes sont toutes en train de valider. Vous voyez, donc, à partir du moment où on est quand on place, ce que j'explique aussi d'une certaine manière, c'est que la personne qui est en face de vous, plus vous allez lui concéder de l'autorité, donc plus vous allez lui porter de l'attention à cette personne, et plus ses paroles vont avoir un effet nocebo sur votre conscience. C'est-à-dire que les personnes, aujourd'hui, on est quand même dans un matraquage médiatique, H24, 7 jours sur 7, où on est tout le temps en train d'annoncer le méchant virus pathogène qui est en train de décimer le monde entier. Hein. C'est comme ça quand même si on regarde un petit peu ce qu'on nous propose. Et parce que le résultat, c'est que, comme des mouches, rien que par le fait d'avoir cette information, et là on est dans ce côté justement psychosomatique, justement, d'accepter l'information et de créer la maladie. Tout à fait. Donc c'est très important de comprendre que à l'heure actuelle, le matraquage médiatique et la réponse politique à cette aventure du couillonavirus, moi j'appelle ça le couillonavirus, si vous voulez, ça se traduit par deux problèmes psychosomatiques majeurs. Le premier problème, c'est la peur de la mort. La peur de la mort, ça va se traduire par des somatisations au niveau du poumon, et ça va se traduire par des pneumonies et des problèmes de tuberculose pulmonaire éventuellement dans les suites. La dimension politique, la prise en main politique de cette situation avec le confinement et l'interdiction de travailler quelque part pour toutes les PME et tous les artisans, ça va se traduire par des problématiques gravissimes au niveau du foie, puisque le cerveau, qui est notre pilote automatique, va automatiquement demander au foie de construire des greniers pour faire des réserves à la première occasion. Et ça va être baptisé plus tard cancer du foie par la médecine officielle. Voilà, donc c'est une situation extrêmement grave. Et le pire dans tout ça, si vous voulez, ce qui rend tout cela particulièrement dangereux, c'est justement le confinement, avec des gens qui passent leur journée devant la télévision et qui se font laver le cerveau toute la journée par ces fausses informations. Mais maintenant, si je vous entends bien, et pour moi c'est assez logique tout ce que vous dites, mais si on prend par exemple des personnages comme le professeur Raoult, qui vient avec quand même comme Panoramix dans Astérix, donc avec sa potion magique,
de dire, mais comment est-ce que c'est possible qu'il, lui, il a absolument pas intégré la connaissance du professeur Deschamps, donc parce qu'il reste quand même dans cette vision extérieure qu'il y a quand même un méchant virus qui nous attaque, et puis voilà, puisqu'il reste encore dans cette vision-là, malgré tout. Alors, il reste effectivement dans la vision classique. Il utilise des armes chimiques qui, à mon avis, sont toxiques et pas forcément très bénéfiques. C'est vraiment à double tranchant. Tout le monde sait que le traitement antipaludéen à long terme est toxique. Euh, Par contre, si vous voulez, c'est toujours pareil. Il faut aller regarder la dimension psychosomatique. C'est un petit peu comme l'histoire de la trithérapie ou quadrithérapie avec le sida. Si vous voulez, lorsqu'ils ont inventé le sida, puisque ça a été une invention des médias, en particulier américains et des pouvoirs publics américains au départ, donc lorsqu'ils ont inventé le sida, ils ont proposé l'AZT comme thérapie. La ZT comme thérapie, c'était une chimiothérapie qui avait été testée quelques années auparavant et qui avait été abandonnée parce qu'elle était infiniment trop toxique et tous les gens qui subissaient cette chimiothérapie mouraient dans les 24 heures. Et donc, ils ont ressorti la ZT de leur tiroir pour traiter des personnes qui étaient en bonne santé et donc qui ont pu résister quelques années grâce à la ZT, mais qui, bien sûr, par la ZT, étaient condamnées tôt ou tard à mourir de la ZT, de l'empoisonnement par la ZT. Et puis, un beau jour, d'autres scientifiques, un peu comme Raoult, n'importe quoi, ont proposé d'autres traitements antiviraux. Et donc, ça a été la tri ou la quadrithérapie. Et donc, alors en fait, ces traitements antiviraux n'avaient aucune action antivirale, et pour cause, puisque les virus n'existent pas. Mais par contre, c'était des médicaments, des plantes et des substrats qui dynamisait considérablement la vitalité des malades. Ce qui fait qu'il y a eu d'excellents résultats et les gens ont réussi à reprendre le dessus et à surmonter l'empoisonnement par la ZT. Mais à partir de là, ces gens qui étaient condamnés à mort par la médecine, par le pronostic médical officiel les années précédentes, et qui avaient donc développé des pathologies pulmonaires graves, ces gens-là ont développé des tuberculoses pulmonaires pour justement guérir ces pathologies pulmonaires. Et donc la tuberculose pulmonaire, le bacille de corps qui était construit donc par plusieurs microzymas qui s'assemblent pour être plus efficaces, eh bien cette tuberculose pulmonaire était là pour les guérir, pour les ramener à la santé. Bon, mais le problème, c'est que quand on vous diagnostique une tuberculose pulmonaire, on vous donne des antibiotiques pendant 8 à 9 mois, et ces antibiotiques empêchent les microzymas de travailler. Donc, au lieu d'avoir un processus qui guérit en 3 ou 4 semaines, eh bien, ça met un an et demi pour guérir, quoi. C'est dramatique, quoi. En ce qui concerne le sida, j'avais aussi une théorie qui était anticyclotonique, entre guillemets, mais si on est d'accord pour dire que notre tube digestif, quand même, c'est quand même le siège de notre, entre guillemets, de notre flore intestinale, donc qui va aider aussi notre processus de guérison. Quand on sait que ces personnes, enfin les premières qui étaient touchées par le VIH, donc le sida, c'est comme la communauté homosexuelle qui a quand même une pratique assez courante, c'est le lavage du côlon. Et quand on sait que justement, là, dans cette partie-là, dans cette zone-là, il y a notre tube digestif avec un système immunitaire, le siège de notre système immunitaire, je me suis dit, c'est peut-être pas forcément une bonne idée de tout le temps faire le grand nettoyage là en bas. Je parle bien du grand nettoyage, hein, d'accord, avec je sais pas combien de jets d'eau à l'intérieur, etc. Parce que je sais que le lavage du côlon, c'est une pratique qui peut être bénéfique pour des cancers, pour nettoyer justement, mais il faut absolument derrière aussi redynamiser le tube digestif avec la flore intestinale, et que c'était seulement bon pour certains cancers, d'une certaine manière. Bon, parallèlement, un régime végalien, même limite, donc vraiment un régime drastique à ce niveau-là, pour pas polluer le corps inutilement, le lavage du côlon, de le faire régulièrement, et puis, et bien sûr aussi psychologiquement, de trouver la source du problème, c'est-à-dire qui a entraîné au cancer. Alors je me suis dit, la logique à moi, c'est celle
un autodidacte, encore une fois, donc je me suis dit, c'est logique, en même temps, s'ils sont en train d'affaiblir leur système immunitaire, qu'après, dès qu'il y a quelque chose qui est là, ils seront beaucoup plus, et comme vous venez de l'expliquer aussi, avec le traitement, là, derrière, ils ont absolument plus de force, de moyens pour se renforcer. Alors écoutez, la première chose que je peux vous dire, c'est que le système immunitaire n'existe pas. Il n'existe pas parce qu'il n'y a pas de guerre bactériologique ou virale. Alors ça, c'est une certitude. Ensuite, c'est clair que le tube digestif n'est pas fait pour être lavé. Les bactéries qui habitent notre tube digestif, et en particulier le gros intestin, elles sont endogènes, là aussi, elles ne viennent pas de l'extérieur, ce sont nos propres microzymas qui les bâtissent, et c'est un véritable organe en soi. Le microbiote intestinal est un organe. On peut le considérer comme un organe au même titre que le foie, que la rate, que les reins, etc. Et il a une importance fondamentale, en particulier pour fabriquer des vitamines. Alors, bon, personnellement, je ne suis pas très pour les irrigations intestinales et toutes ces choses-là, sauf lorsqu'il s'agit de rester au niveau de l'ampoule rectale pour faire prendre aux gens des doses importantes de vitamine C, et de manière très, très momentanée, très temporaire, et dans des circonstances difficiles. Mais de manière habituelle, pour l'hygiène de vie, non, c'est absolument pas indispensable, à mon avis. Hein. Non, mais je l'avais dit, c'est simplement pour des cas de cancer éventuellement, et puis c'est tout. C'est simplement à ce niveau-là. Donc, on a évoqué Antoine Deschamps, mais je voulais encore revenir un petit peu, quand même, malgré tout, sur ce personnage, parce que pour moi, c'est là qui est la clé fondamentale pour comprendre vraiment, parce que moi, depuis que j'ai saisi quand même l'utilité du microzymas, bien sûr, je me fais démonter. Si j'ai le malheur de dire sur mon mur, que ce soit un partage, que les virus n'existent pas, donc, il est clair qu'on a un énorme travail à faire pour inverser justement cette méconnaissance, puisqu'on a vraiment affaire à une grande majorité de personnes qui sont dans le syndrome de ce monde extérieur, comme si c'était une agression du monde extérieur. Après l'information, donc je reviens sur Franck Champ par rapport à sa découverte et parler aussi de ce silicium. Justement, on va dire, ces particules de silicium qui sont au cœur de chaque microzymas, et je vais faire aussi des liens entre, justement, quand on parle d'alchimie, quand on parle de pierre philosophale, quand on se connaît les vertus du silicium, qui est quand même, si je ne me trompe pas, très proche du quartz, donc la mémoire du cristal, vous comprenez. Donc on pourrait à un moment donné, d'une manière poétique aussi d'une manière alchimique, faire des liens directs entre ces petits cristaux qui sont au cœur de notre corps, de notre métabolisme. La pierre philosophale, tu es poussière, tu es poussière et tu retournes à la poussière, comme s'il y avait que cette poussière qui était une réalité absolue. Vous comprenez? Donc, c'est cas de faire des liens aussi entre ça et l'alchimie, par exemple. Oui, si vous voulez, à mon avis, hein, c'est un avis, mais je ne sais pas, là, il faudrait vraiment pouvoir faire des expérimentations et travailler de façon scientifique et rigoureuse, mais le problème, pour pouvoir bénéficier aujourd'hui d'un microscope électronique pendant 24 heures dans une université, donc qui est financée par l'État, il faut 4 ou 5 000 euros par jour. Il faut pouvoir débourser 4 ou 5 000 euros par jour. Donc, pour l'instant, on n'a pas les moyens d'approfondir nos recherches sur les microzymas. Mais bon, mon opinion personnelle, c'est que les mémoires génétiques ancestrale et la mémoire de la morphologie de notre corps, la mémoire, toutes les mémoires que nous enregistrons au travers de notre présent, de notre vécu et tout ça, s'inscrivent dans l'eau qui est qu'un constituant majeur de tout être vivant. Il faut savoir qu'un être humain est constitué en moyenne de 80% d'eau, c'est-à-dire c'est la majeure partie du corps. Voilà, à mon avis, donc, toutes ces mémoires sont inscrites dans cette eau et les microzymas peuvent lire et avoir un travail de cohérence les uns par rapport aux autres grâce à la lecture de ces mémoires qu'ils peuvent faire grâce à ce cristal de silicium. Enfin, c'est mon opinion, c'est la plus probable aujourd'hui. Et ça explique aussi d'ailleurs pourquoi il est très important de veiller à
à ce que nous mangeons et à ce que nous vivons au quotidien. C'est-à-dire aussi bien lorsque vous consommez la viande d'un animal qui a été objectisé, maltraité, et qui est une accumulation de souffrance, de mépris, de non-considération. Donc ça va impacter obligatoirement votre état général, mais c'est vrai aussi par rapport aux ondes électromagnétiques et par rapport à plein de choses. Donc tout ça va s'inscrire dans cette eau qui est la grande, c'est elle qui est réceptacle de toutes ces mémoires, et c'est elle qui est le fondement même de toute vie, le microzyma étant l'ouvrier qui bâtit les corps organisés. Alors, je ne sais pas si j'arrive à me faire entendre. De l'importance aussi de la qualité de l'eau que nous buvons. Vous savez, il y a des jeux de mots qui en alchimie, on pratique la langue des oiseaux, et quand on entend la phrase « nous sommes tous de nature cristalline », d'accord, nous sommes tous de nature Christ all in, le Christ étant toute personne a fait son connotation religieuse, hein, c'est simplement pour expliquer que le cristal, donc le côté cristallin justement, d'ailleurs j'ai un en ligne. Il y a un deuxième Alain de l'autre côté, parce que mon vrai nom, c'est pas Alan, mais c'est Alain. Donc, il y a deux Alains qui sont en train de parler de quelque chose qui est cristallin. Donc, voilà. Le côté cristallin, justement, j'ai entendu, ça c'est dans mes recherches, tout au départ de mes recherches, les sculptures mayas, qui faisaient des crânes de cristal, justement, qui faisaient des crânes de cristal, qui prenaient deux candidats, un garçon et une fille, et c'était des candidats qui étaient censés récupérer toute la connaissance de la culture dans laquelle ils avaient grandi. Et à un moment donné, c'était un honneur de vivre cette expérience-là. Bon, j'aurais pas forcément envie de la faire, mais ils étaient sacrifiés auprès de ce crâne de cristal. Et apparemment, l'énergie ou l'information de ces deux personnes allait se focaliser, donc s'enregistrer dans ce crâne de cristal, justement. Bon, ça, c'est juste pour la petite histoire. Mais c'est simplement pour expliquer aussi que quand on parle de quartz, quand on parle de silicium, quand on parle de tous ces minéraux-là, qu'on retrouve bien sûr dans le monde de l'informatique, justement pour les mêmes applications, c'est-à-dire pour enregistrer de l'information, il est clair que quand on prend conscience que dans les microzymas, il y a ce silicium, et quand on parle de l'eau, donc le corps qui est composé en large majorité d'eau, que la pureté de l'eau de notre corps est hyper importante, puisque c'est ça qui va faire un petit peu comme l'homéopathie, la qualité de l'information qui va aussi circuler dans ce corps. Donc, à partir, vous savez, quand on prend les Romains qui disaient donnez-leur du pain et des jeux, c'est comme si les Romains ils savaient déjà que le pain c'était très mauvais. Donc le gluten, vous savez, donc et encore aujourd'hui Monsanto il a rajouté une couche, voilà, ils ont modifié le gluten, qui va faire que même on a du mal à digérer ce pain d'aujourd'hui. Mais quand on voit que ce mot gluten c'est de la glu, donc je fous de la glu dans l'eau de mon corps, et après je m'étonne qu'au lieu de fonctionner de manière cristal liquide, vous savez, en informatique on utilise le mot cristal liquide pour que l'information elle circule plus vite. Ben, nous on est tous en mode analogique, c'est-à-dire que cette glu qui rentre dans nos cellules, donc dans cette eau de notre corps, elle est freinée par le gluten, donc par la glu qui contient ce pain que nous prenons, qui a été tellement sacralisé en même temps. Donc c'est toujours intéressant de faire des liens comme ça entre les légendes, la connaissance des anciens, etc. Voilà. Donc pour revenir à Deschamps encore une fois, donc parce que pour moi c'est le plus important, il est clair que, et vous le confirmez encore une fois, que on a affaire à deux chercheurs qui vivent à exactement la même époque, qui meurent à quelques années, qui viennent au monde à quelques années d'intervalle, qui décèdent à quelques années d'intervalle. D'ailleurs, c'est même intéressant quand on voit les dates de naissance, les deux, et aussi de mort, que celui qui était justement fait, qui est aujourd'hui le plus connu, elle a eu une vie plus courte que celui justement qui a été mis dans l'ombre, puisque si on regarde la durée de vie de Deschamps, il a vécu quand même plus longtemps que Pasteur en même temps. Pasteur, c'est 1822-1895 et Deschamps, c'est 1816-1908. Oui, donc il y a quand même un décalage. Ils ont vécu à la même époque. D'un côté, on a
affaire à un vrai scientifique, quelqu'un qui est corps et âme dans sa matière, etc. De l'autre côté, on a, comme je le dis, pour Pasteur, un usurpateur, donc quelqu'un qui va usurper des autres, puisqu'il va faire c'est pas ses recherches, en fait, il est en train de mettre en avant. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir, c'est qu'à partir du moment où on comprend la logique d'échange, bien sûr, il est plus possible de vendre du vaccin. C'est absolument plus, parce qu'on peut pas vacciner quelqu'un contre sa propre bêtise. Je veux dire, à partir du moment où la personne n'a pas compris que les pathologies qu'on est en train de créer, d'un point de vue psychosomatique, donc on peut pas le vacciner contre ça. Par contre, si on met en avant un scientifique qui dit ah il y a un monde extérieur sur lequel on va devoir se protéger et on peut même déjà protéger en avance à travers des vaccins. Et alors quand on voit après les résultats des vaccins, c'est-à-dire les résultats du moment, c'est de l'autisme, c'est de l'Alzheimer, c'est ceci et cela. Et là, je viendrai aussi encore avec un détail qui est pour moi important, c'est quand on voit l'aluminium, enfin les métaux, les cochonneries qui sont dans les vaccins. Et là, je reviens avec mon sujet que je partage énormément actuellement sur mes partages, donc c'est-à-dire les fréquences qui nous sont balancées. Quand vous mettez de l'aluminium dans un four à micro-ondes et vous allumez, ça fait une belle cochonnerie, d'accord? Ça brûle. Donc je me dis, si le corps il est infesté, imbibé de particules aluminium et tout ça, en plus les fameux chemtrails, c'est-à-dire des épandages de barium et d'aluminium que nous aussi nous ingérons à l'intérieur de nous, ben, les fréquences qui sont à l'extérieur, ils font le même effet. Mais au lieu on commence à brûler, ben, ça crée des inflammations, je suppose. Alors, c'est d'ailleurs le but, hein, le prétexte de mettre de l'hydroxyde d'aluminium dans les vaccins, c'est de créer une inflammation qui favoriserait la construction des anticorps par les cellules immunocompétentes. Alors, bon, ça aussi, c'est important de savoir qu'il n'y a pas de cellules immunocompétentes. Ce qu'on appelle les cellules immunocompétentes, ce sont les globules blancs. À l'origine, les premiers scientifiques appelaient ces cellules les granulocytes. Pourquoi ils les appelaient les granulocytes? Parce qu'en fait, ce sont des transporteurs de microzymas. Et il y a différentes formes de transporteurs, de même qu'il y a différentes formes de véhicules dans notre monde. Il y a des voitures, il y a des fourgons, il y a des petits camions, il y a des gros camions, etc. Donc il y a différentes formes de granulocytes, c'est-à-dire de leucocytes ou de globules blancs, mais leur rôle n'est pas du tout de se battre contre des agresseurs. Leur rôle, c'est de transporter les microzymas, qui sont les ouvriers de la vie, là où il y en a besoin, chaque fois qu'il y a une urgence, comme les pompiers, et puis de transporter également les vitamines. C'est dans les granulocytes qu'on trouve la plus forte concentration du corps en vitamine C. Donc ça, c'est important de savoir ces choses-là. Hein. C'est tout à fait ça. Et puis c'est ça le problème, c'est que les mots, quand on se sent pas bien par rapport à la maladie, ce qu'on appelle la maladie, d'ailleurs même en langue des oiseaux, on entend bien que c'est là que le mal est en train de nous dire quelque chose. Si on met un accent grave sur le A, de là, la maladie. Donc là, il y a quelque chose qui est en train d'être. Les gens, ils voient ces effets comme étant quelque chose de négatif, alors qu'en réalité, c'est toujours le processus intérieur, c'est un mécanisme de survie. C'est un mécanisme de guérison. C'est pour ça que le mot virus est l'anagramme du mot survie. En si fait, le virus, c'est notre survie. Oui. Si vous voulez, le virus, c'est le microzyma. Hein. Donc, bien sûr, c'est notre survie, c'est notre bâtisseur et c'est la vie. Quoi, hein. Et moi, je dis plutôt le mal a dit, c'est-à-dire qu'en fait, la pathologie est terminée, la période de souffrance est terminée, et le mal a dit, c'est toujours le processus de retour à la santé. Donc le mal a été dit et on revient à la santé. Si vous voulez, lorsque vous avez peur de la mort, par exemple, comme aujourd'hui avec le coronavirus, eh bien, vous développez une pathologie du poumon. Cette pathologie, elle est inapparente. Mais lorsque vous arrivez à prendre le dessus sur cette peur, à ce moment-là, vous guérissez cette pathologie et c'est là où vous faites une pneumonie, que vous faites ces problèmes asphyxiques et tout ce qu'on va ensuite baptiser grippe coronavirus, quoi. Hein. Oui, moi, ça fait maintenant des années aussi, ça fait quand même plus de 20 ans, 25 ans que je fais des recherches autodidactes, et moi, je m'intéresse énormément à l'alchimie, à la langue des oiseaux, et quand on prend conscience que la matière, c'est une illusion, que tout est
J'aime citer la phrase de Nikola Tesla qui dit, si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes d'ondes, de fréquences, de vibrations et d'informations. Donc, à partir de là, quand on entend la maladie, quand on entend le mot la maladie, on entend la mélodie. Et donc, il est logique de comprendre aussi que la maladie apparaît quand la mélodie du corps n'est plus en harmonie, tout simplement. C'est qu'une question de résonance. Comment je résonne? Est-ce que je résonne en harmonie? D'accord? Dans mon organisme, écoutez bien le mot organisme commence comme le mot orchestre ou un orgue. Vous savez, quand vous allez dans une cathédrale, un orgue et les flûtes d'un orgue, on appelle ça aussi des organes, comme par hasard. Donc, Oui. mais si maintenant les flûtes, ils n'ont pas été mises à la même fréquence, c'est-à-dire au diapason, donc automatiquement, ça crée une cacophonie. Donc, notre organisme n'est pas composé de flûtes ou d'instruments, mais ce sont des organes qui ont chacun leur tonalité, mais ils doivent tous vibrer à l'unisson. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est purement, on va dire, vibratoire, et de comprendre, après on comprend toutes les thérapies énergétiques, donc que ce soit la biorésonance, des choses comme cela, si maintenant on est dans quelque chose de moderne, mais de comprendre aussi que tout est une question de résonance, parce que le plus grand résonateur, ça reste encore notre conscience. Est-ce que je suis quelqu'un qui résonne intelligemment, en pleine conscience, ou bien est-ce que je suis sous l'influence de l'information que j'accepte et qui va justement créer des fausses notes dans mon fonctionnement, donc dans mon raisonnement. Et le mot raisonner, ça s'écrit A-I, raisonner, mais aussi avec un E, donc un E, accent, donc, voilà, donc raisonnement. Donc, est-ce que mon raisonnement, est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est en harmonie? Parce que ça va après avoir un impact sur tout mon orchestre, c'est-à-dire mon organisme. Et à partir de là, on comprend que il est hyper important d'être maître de l'information qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Ensuite, en ce qui concerne l'amour. L'amour, quand on entend le mot amour, âme ou, c'est l'âme qui rentre dans la lumière des alchimistes. C'est la vibration la plus élevée. On est toujours dans les vibrations. Le contraire de l'amour, c'est la peur. Peur, on est d'accord que c'est la vibration, oui, la pire des choses, la pire des choses. Mais et comment j'entends la peur? Peur, c'est peu d'air. Oui, mais on peut dire aussi le verbe happer, du verbe happer, la peur. Oui. Donc, c'est exactement le contraire de l'âme our, c'est-à-dire l'âme qui s'élève, qui rentre dans les hautes vibrations. La peur, c'est quelque chose qui happe vers le bas. On dit bien tomber malade. Donc, on comprend que la plus grande maladie, en fait, en fin de compte, c'est la peur. La peur qui est répandue par les merdias, d'accord, par ces personnes, comme je vous l'avais expliqué, 80% qui remettent pas en question ce qu'ils disent à la télé. 15% qui se posent des questions, mais ils disent, bon, je vais pas révolutionner le monde. Il y a 4% de journalistes qui savent exactement, qui disent que des conneries, et 1% de journalistes qui osent, comme vous, dans votre domaine, donc, de dire ce qu'il y a en réalité. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ces journalistes vont se retrouver après, comme David Icke. Bon, après, c'est des conneries, David Icke, mais c'était un journaliste à la base qui a osé dire certaines choses, et il a été mis de côté, donc il est sorti du circuit normal du monde journalistique, mais c'est pour expliquer que la peur, eux, ce sont les plus grands, les vrais virus, c'est les médias, d'une certaine manière. Oui. Voilà, et pour revenir, bon, si vous voulez, il y a deux notions importantes dont vous parliez tout à l'heure dans l'empoisonnement par les métaux. Alors, c'est clair que les vaccins inoculent des tombereaux d'aluminium et de mercure, mais surtout de l'aluminium. Le problème de l'aluminium, c'est que il est confondu par le cerveau avec le fer, donc il est gardé précieusement. Il est gardé dans 3 organes majeurs, essentiellement les os, donc le squelette, les reins et le cerveau. Et c'est ce qui explique les autismes et toutes ces choses-là. Et ça explique également, oui, et ça explique aussi quelque chose de très très important, c'est l'électrosensibilité. Parce qu'il est clair que lorsqu'on envoie des ondes électromagnétiques, ça va faire bouger ces molécules d'aluminium, et c'est ça qui va déclencher tous les malaises que présentent ces gens-là. Donc plus on est vacciné, plus on risque d'être électrosensible, et donc de craindre la 5G et toutes ces choses-là, quoi. C'est là que moi, donc, par rapport à mon côté holistique, dans cette vision holistique, pour moi, le virus qu'on nous brandit, là, dans ce coronavirus, etc., c'est l'arbre qui cache la forêt, puisqu'il y a actuellement des efforts qui sont faits par les instances pour imposer
la 5G qui est tellement importante pour la suite du monde vers lequel on va aller, c'est-à-dire un système de contrôle beaucoup plus efficace que celui d'aujourd'hui. Il faut la 5G. Mais que la Et 5G, elle est aussi, pardon? je ne sais pas si vous le savez, mais ils profitent du confinement actuellement en France pour autoriser toutes les entreprises qui sont en train d'installer les antennes à 5G. Ils autorisent toutes les entreprises à faire absolument tout ce qu'elles ont envie de faire sans la moindre précaution, sans le moindre contrôle. Donc actuellement, il y a une libéralisation totale à ce niveau-là. C'est dramatique. Ils sont immunisés apparemment. Donc ils peuvent continuer de faire leur boulot sans être touchés par ce méchant virus. Et c'est là que je me dis, attention, quand on a compris un petit peu ce qui se passe, ça va beaucoup plus loin que simplement, parce que après toutes les années, à cause quand même des périodes où des personnes décèdent à des moments donnés, parce qu'on est dans des cycles qui font qu'on revit continuellement les mêmes choses. C'est-à-dire, après les chiffres qui sont complètement faux, ça suscite quelque chose que vous pourriez expliquer, que ce qu'ils annoncent comme résultat n'exprime absolument pas la réalité. Oui, bien sûr. Alors, oui, ce qu'il faut dire aussi par rapport à la grippe, c'est que chaque année, il y a des grippes. Et chaque année, il y a une mortalité extrêmement importante par la grippe, et essentiellement entre le mois de janvier et le mois d'avril. Actuellement, la grippe du coronavirus n'a pas entraîné plus de décès que la mortalité habituelle par grippe, où que ce soit dans le monde. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que la grippe au plan psychosomatique, c'est le processus de guérison de quelque chose qui nous a pompé l'air, de quelque chose, on dit en psychosomatique, quelque chose qui a menacé notre territoire. Donc ça peut être des problèmes climatiques, ça peut être des problèmes géopolitiques, ça peut être des problèmes de toutes sortes, ça peut être les impôts, ça peut être plein de choses comme ça, ou des pressions financières ou autres. Mais il faut savoir quand même que depuis 1 an et demi, avec la crise des gilets jaunes en France et qui est relayée partout dans le monde, il est clair que il y a énormément de choses qui perturbent les gens et que par conséquent la grippe cette année est obligatoirement un peu plus sévère que les autres années. Et donc c'est pour ça qu'ils arrivent si facilement à faire passer le mythe du coronavirus, quoi. On oublie aussi un petit peu l'orgie, les orgies de fin d'année avec ces tables tellement remplies. Donc on mange des choses qu'on mange pas à reste de l'année. C'est-à-dire là, l'organisme est aussi énormément sollicité. Ça l'a fait. Oui, alors si vous voulez, ça c'est les grippes intestinales et digestives. Donc ça c'est quand même début janvier, c'est tout de suite après les fêtes. Et ça c'est lié au conflit avec la maman essentiellement. C'est pas tellement les orgies, mais c'est plutôt qu'on se retrouve en fin d'année avec papa, maman et en famille donc et en général tous les conflits familiaux qui n'ont pas été réglés de l'enfance se réactivent à ce moment-là. Donc c'est un truc de dingue quand on prend conscience de tout le côté psychosomatique encore une fois. Donc, le côté psychosomatique est fondamental parce que c'est vraiment complémentaire. Il y a les 3 niveaux. Il y a les vitamines, la psychosomatique et surtout la biologie, quoi. C'est vrai que si on comprend la biologie, on sort déjà de la peur du virus, on sort de la peur du microbe. C'est clair qu'on n'a rien à craindre de la contagion telle que l'entend Pasteur. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de contagion comme on l'entend. Il peut y avoir du mimétisme. On peut, si je suis un bon bailleur, je peux faire bailler une salle entière. Mais voilà, il n'y a pas de contagion par des bactéries. Ça n'existe pas. C'est là où justement il y a un énorme effort à faire pour les personnes à un temps soit peu éveillées, en espérant que ça soit pas seulement 1%, ni 4%, mais au moins de prendre encore les autres 15%, ça fait 20% de personnes qui, de par la compréhension de faire des efforts déjà de comprendre certaines choses, et aussi parce que vous tout seul, il est clair que vous n'allez pas révolutionner les choses, mais à partir du moment où des personnes qui s'intéressent à ces sujets, il faut le saisir, il faut vraiment maîtriser un peu le sujet. Après, bien sûr, on peut se référer toujours à des personnes qui ont plus de compétences, comme vous, donc, mais d'aller, d'essayer au moins d'essayer d'expliquer aux personnes autour, parce que c'est effrayant de voir la façon comment les gens se comportent. Quand vous allez dans un supermarché, vous voyez, parce que là aussi, vous avez affaire à des caissières qui sont dans une peur bleue, parce qu'ils ont tellement de personnes qui passent devant eux, ils sont là avec leurs gants,
avec leurs masques, avec on se croirait dans une banque, là, avec des trucs en plastique pour les protéger et tout ça. Donc, ils ont déjà un boulot qui est fatigant. Parfois souvent dans les supermarchés, il fait pas très chaud. Donc, ils sont déjà une ambiance qui est pas très agréable. Ils ont les personnes qui tirent des trognes. Donc, les gens, ils disent, actuellement, les gens se regardent comme des chiens en faïence. Il y a un regard qui est jeté. C'est un truc de fou. Quand vous voyez ça, c'est, 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 c'est très visible. Hein. Donc, avec mon épouse, on observe les gens dans la rue. Enfin, pour les quelques personnes qui osent encore sortir. Donc, mais on voit que dans le regard, il y a une peur, il y a quelque chose et c'est là où je me dis, les personnes qui ont compris ça, ils doivent s'informer, ils doivent comprendre le sujet, et ils doivent le partager pour justement, comme je dis souvent, la peur n'a qu'une seule peur, c'est qu'on l'ignore. Parce que la peur, ça n'existe pas. La peur, c'est quelque chose qui est créé par le mental, par l'ego qui a peur, justement, il a peur du futur, il a de la souffrance du passé, donc le mental qui est tout le temps dans ces deux laps de temps, qui est le passé et le futur, quand on est dans l'instant, quand on a confiance en la vie, quand on comprend certaines choses aussi, et il faut aussi fournir un peu d'effort de compréhension. Il n'y a pas des éveilleurs de conscience, des Alain Souy, des gens qui étaient là pour disparaître dans l'histoire. Il faut que les personnes, au lieu de connaître sur le bout des doigts leur portable, leur smartphone, parce que c'est ça aussi ce qui est intéressant, je dis souvent aux personnes, tu vois, ce smartphone-là, tu connais toutes ses fonctions, mais tu n'es même pas capable de connaître les fonctions de ton corps, comment ça fonctionne. Alors que c'est la machine la plus géniale qui soit sur Terre. Donc c'est une machine Absolument. parfaite. Et toi, tu donnes plus d'intérêt à un appareil extérieur. Donc ce sont des choses qu'il faut absolument comprendre. Hmm. Là, je suis bien d'accord. D'ailleurs, c'est très très important que les gens arrivent à intégrer cette notion absolument fondamentale. C'est que la création est d'une beauté inouïe. Et par conséquent, le concepteur, le créateur de cette création est de toute évidence d'une intelligence infinie. Et il n'a pas pris la peine de créer des êtres aussi merveilleux que les êtres humains, ou que les animaux, ou que les insectes, ou que les plantes, pour ensuite les détruire avec des virus ou des bactéries qui n'ont aucun intérêt à cette destruction, puisque une fois la destruction obtenue, ben, ils vont être détruits eux-mêmes. Donc là, il faut vraiment que les gens réalisent que cette théorie de M. Pasteur est totalement erronée et n'a aucun fondement scientifique. C'est complètement gratuit et je vais même jusqu'à dire, c'est totalement blasphématoire. Hein, il n'y a pas d'autre clé par rapport à ça. C'est du blasphème. C'est là où, à un moment donné aussi, on ne peut pas comprendre ce qui se passe actuellement réellement dans ce qui se passe là, avec ce virus. On ne peut pas comprendre si on n'intègre pas une partie de conspiration. C'est-à-dire ce sujet qui fâche, encore une fois, de personnes qui pensent que nos gouvernements, les lobbies pharmaceutiques, etc., les banquiers, ce sont de bonnes personnes qui font le meilleur pour nous, etc. Donc, c'est encore une fois, c'est un sujet. Donc, c'est ça le côté holistique aussi, c'est de pas simplement focaliser que sur le monde médical là, en ce moment, mais de se dire aussi, mais attends, les intérêts financiers, la soi-disant surpopulation, je dis bien soi-disant, parce que la Terre n'aurait aucun problème de nourrir tout ce beau monde là, s'il n'y aurait pas des quotas qui diraient, ah, t'as pas le droit de produire plus que ça. Quand on voit des fermiers, des agriculteurs qui jettent carrément leur production parce que ils n'ont pas le droit parce qu'ils peuvent pas le vendre. Donc, on comprend à un moment donné qu'il n'y a pas de problème pour nourrir le peuple. Donc, c'est que de l'illusion, tout ça. Donc, c'est des choses qu'il faut intégrer pour comprendre qu'il y a un plan. Bon, moi, j'en parle aussi dans mes partages. Je parle de transhumanisme, c'est-à-dire que le transhumanisme qui est de pousser tout doucement le monde vers un monde de plus en plus automatique et robotique. Ah, d'accord, on est d'accord pour dire, ben, c'est le plan. C'est-à-dire, on va vers ça. On est en train de quitter le monde biologique des humains, des esclaves humains, donc ils doivent servir ce groupe vous savez, ceux qui sont tout en haut de la pyramide, là, et puis à un moment donné, ils savent aussi que cette masse d'humains, il y a plein d'humains qui peuvent partir aujourd'hui. Ils ont plus besoin de cette quantité d'esclaves à leur service. Ouais, c'est là où donc, ce sont tous des sujets
qui sont pour moi importants d'intégrer. Ça ne suffit pas simplement de s'intéresser maintenant au virus actuel, qui n'est pas un virus, qui est simplement une information qui est répandue et qui fait son bout de chemin. Quand on comprend aussi, une fois, ça demande tellement de connaissances aussi ésotériques. La mécanique quantique, c'est quoi la matière? À partir du moment où on comprend que le mur en béton, il peut être aussi dur, aussi dense que vous voulez, ben, comme disait Tesla, si vous voulez connaître l'univers, pensez en termes d'ondes, de fréquences, de vibrations et d'informations. Donc, tout est basé là-dessus. Donc, si on n'a pas intégré pleinement que notre univers, notre monde, qui est un miroir de notre monde intérieur, qui agit toujours par rapport à notre croyance, c'est-à-dire nous sommes co-créateurs de cette réalité dans laquelle nous sommes. Absolument. Et si une grande majorité de personnes valident l'information qui leur est mise dans la tête, eh bien, que la volonté soit faite. Donc l'arroseur sera toujours arrosé par sa pensée. Donc c'est pour ça que l'univers dans lequel nous sommes, le mot univers, c'est un ver unique qui s'auto-dévore tel l'ouroboros. Donc on comprend à un moment donné que ce que nous projetons, ben, nous le reprenons en pleine figure et ça crée après le monde dans lequel nous sommes avec des personnes qui ont cette connaissance et qui nous leurrent, ils nous maintiennent dans l'illusion du paraître, alors que la réalité dans laquelle nous sommes émane de l'être, c'est-à-dire du monde invisible, de l'informationnel, qui n'a pas de forme, puisque le mot information, ça veut bien dire informe, ça n'a pas de forme. Alors que ici, dans le monde des formes, dans les laboratoires, eux, ils voient une forme, c'est-à-dire ils voient quelque chose dans leur électromicroscope et ils disent ah ça c'est un virus. Donc déjà, quand on a compris vraiment, encore une fois, les travaux de Deschamps, dire nous avons à l'intérieur du corps comment est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ce sont des organismes, des entités, les mycosimas? Quelle est l'appellation qu'on peut leur donner? Oui. Alors je crois que c'est vraiment les bâtisseurs. Ce sont les bâtisseurs et c'est ceux qui entretiennent la vie, c'est ceux qui font fonctionner le corps. Ils sont vraiment le pivot, le rouage de base de toute vie. Eh bien, que dire à part merci Dr Scoï, merci d'avoir accepté mon invitation pour partager cette petite heure d'information donc qui était très importante et très éclairante. Je pense que beaucoup de personnes vont se remettre en question par rapport à tout ce qui a été dit. Bien sûr, il n'empêche pas que toutes ces personnes puissent encore faire des recherches personnelles pour avoir un complément d'informations par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui. Donc je vous remercie chaleureusement et je vous dis à une prochaine. Merci Dr Scoï.